J'espère que tout roule de votre côté, parce que pendant ce temps-là, en Algérie, un vacarme assourdissant s'est transformé en silence d'État. Le tumulte autour de l'affaire Nazar, un scandale colossal, a été soigneusement balayé sous le tapis. Ni vu ni connu sur ordre des sphères les plus opaques du pouvoir. Aujourd'hui, ils veulent nous vendre le récit absurde que tout cela n'aurait jamais existé. Pourtant, la réalité dépasse la fiction, le pays s'est retrouvé quadrillé par les militaires, comme si une guerre invisible s'était déclarée. Alger Tipaza Blida Boumerdes, toute verrouillée pendant 2 jours entiers, et tenez-vous bien, même les pêcheurs se sont vus interdire de larguer les amarres. Un climat de siège sans guerre annoncé, sans explication officielle, juste la peur d'un fantôme nommé Nazar. Le pouvoir dans sa traque grotesque d'un certain Nazar devenu légende urbaine tente désormais de transformer une affaire d'État en illusion collective. Rien ne se serait passé, nous dit-on. À les écouter, tout cela n'est qu'une fabrication malveillante, œuvre de journalistes marocains, d'éditorialistes français, d'espions tapis à l'étranger, de traîtres planqués à l'intérieur, ou même, tenez-vous bien, des fantômes du passé appelés Sabah. Bref, une belle salade complotiste servie bien froide pour mieux anesthésier les mémoires. Mais l'Algérien, lui, n'oublie pas. L'Algérienne, elle pose des questions. Et pendant que le pays demande des réponses, Tebboune, fidèle à lui-même, nous sort un numéro de communication bien rodé. Avant lui-même, refrain du côté de Saïd Chengriha, en visite à Tébessa, tout est sous contrôle. Le terrorisme est vaincu, l'armée veille. Personne ne remet en cause le pouvoir. Le message « Dormez tranquille », il ne se passe absolument rien, ou du moins c'est ce qu'ils espèrent que vous croirez. Il s'est produit quelque chose. Et pas une simple anecdote, un fait d'une gravité telle qu'il redéfinit toute la trajectoire du régime. Impossible de décoder l'affaire Nazar ni son incroyable cavale jusqu'en Espagne sans remonter le fil de ses origines troubles. Ce personnage, à la fois fascinant et inquiétant, provoque des réactions aux antipodes, entre dégoût viscéral et admiration muette. Car derrière la face obscure de June se cachent des vérités glaçantes, enfouies dans les coulisses du pouvoir qui révèlent à elles seules les failles béantes de notre système politique. Ce que beaucoup ignorent encore, ou qu'on a effleuré sans jamais oser nommer, c'est que la crise de 2019 n'a pas jailli de nulle part. Sur Algérie Part, on l'a démontré, l'incapacité chronique du régime actuel à se réformer son glissement vers une gouvernance répressive et paranoïaque, tout cela prend racine dans les démons non résolus du passé, et Tebboune aujourd'hui s'y noie totalement. Ce qui tenait encore debout dans le système algérien, ce n'était ni les discours creux de la présidence, ni les manœuvres militaires du haut commandement. C'était cette structure discrète mais redoutablement efficace, les services de renseignement. Seul organe capable d'apporter un peu de réflexion stratégique, de bâtir des compromis, de tendre la main à la société civile et même de désamorcer les conflits avant qu'ils ne prennent feu. Depuis que cette machine cérébrale a été démantelée, le régime tangue perdu dans ses propres contradictions. Ce n'est pas un hasard si un 4e mandat a été imposé à un président presque grabataire, ni si l'année 2019 a éclaté avec la violence d'un séisme politique. Sans ce 3e pilier, celui des espions d'État, ces figures de l'ombre qui contrebalançaient les décisions improvisées de la présidence et de l'état-major, le pouvoir est devenu sourd, aveugle, guidé par l'orgueil et la peur. Et voilà comment on passe d'un autoritarisme masqué à une dictature décadente de plus en plus brutale, de moins en moins lucide. S'il fallait un visage pour incarner le mal qui ronge le système algérien depuis 2015, ce serait sans doute celui de Nazar June. Son parcours chaotique est le miroir fidèle de ce déséquilibre chronique qui s'est installé après l'effondrement du DRS. Depuis cette date fatidique, le régime s'est enfoncé dans un dérèglement profond, presque pathologique. Mais comment en est-on arrivé là? En vérité, Nazar faisait partie de cette vague massive d'officiers. Ils étaient des dizaines, peut-être même une centaine écartés sans ménagement, au moment de la mise à la retraite du général Toufik fin 2015. Dès que ce dernier farouche opposant au 4e mandat de Bouteflika a été neutralisé, la machine s'est emballée, le DRS a été dynamité, remplacé par une structure creuse nommée DSS.
Pourtant, même Toufik lui-même ne s'opposait pas à une réforme en profondeur. Il voulait une modernisation, une adaptation des services aux nouvelles menaces sécuritaires. Mais au lieu de construire, ils ont préféré effacer, et le vide laissé derrière, on le paie encore aujourd'hui. En surfant sur la vague du 4e mandat imposé de force G, Salah en a profité pour lancer une opération de nettoyage politique digne des grands classiques liquidaires méthodiquement tout l'écosystème du général TF. Ce n'était pas un simple remaniement, mais bien une purge minutieusement orchestrée. Salah s'est arrogé le contrôle de la DCSA, la Direction centrale de la sécurité de l'armée, pendant que la présidence récupérait le reste du puzzle sécuritaire DGSI, DDSE, renseignement intérieur-extérieur technique DGRT, tout y est passé. Ensemble, ils ont déclenché une purge coordonnée ciblée brutale. En ligne de mire, une quarantaine de hauts gradés du renseignement, tous liés de près ou de loin à l'ex-DRS du général Toufik. Peu importait qu'ils aient été loyaux ou non, leur simple passage par des postes clés suffisait à les rendre suspects. Parmi eux, un certain colonel Nassar. Lui, on ne l'a ni menacé ni traîné dans la boue, contrairement à d'autres, comme le général Hassan ou Hajar, chef de cabinet de Toun. Non. Pour lui, une mise à la retraite déguisée, propre et silencieuse. À 45 ou 46 ans, il quittait le navire. En apparence, du moins. Ironie du sort mise sur la touche, Nassar n'avait pourtant aucune envie de raccrocher. Il voulait rester dans le jeu, dans l'ombre, là où les décisions se prennent en silence. Difficile pour lui d'avaler cette retraite imposée. Alors peu à peu, il mit le cap sur l'Espagne. Un pied-à-terre, ici quelques membres de sa famille, là-bas, puis vinrent les premiers investissements. Pas par goût du business, mais pour survivre. Sans salaire, avec une pension de misère, il fallait bien rebondir. Dans l'intervalle, il resserre ses liens avec un poids lourd du système, un général influent, qui à l'époque tenait les rênes de la DGSI. C'était une époque de transition. Après le départ du général TF, une valse de chefs s'installa. Chaque branche du renseignement avait son boss, la DGSI, la DDSE, la DGRT, et au-dessus d'eux, un homme en chef d'orchestre, B. Tartag. En parallèle, la DSS avait son propre coordinateur, le général Abdelkader, natif de Mascara. C'est lui qui dirigeait la DGSI de 2015 à 2019 jusqu'à ce que la tempête politique n'éclate. Et entre Abdelkader et Nassar, disons-le franchement, le courant passait plutôt bien. C'est un retour plus qu'improbable que Nassar a tenté, il a frappé à la porte de la DGSI en offrant ses services gratuitement. Oui, gratuitement. Il leur a balancé droit dans les yeux. Vous ne voulez ni de mon grade, ni de mon salaire, ni même de ma présence officielle. Très bien, mais moi je veux continuer. Je travaillerai sans solde, sans statut, sans honneur. Juste pour servir. Une offre qui a d'abord laissé tout le monde sans voix avant de finir sur le bureau d'Abdelkader. Ce dernier pragmatique a répondu sans détour « Tu veux servir à l'œil. Très bien. Avec ton passé au SCORAT et ton expérience en contre-terrorisme, on trouvera toujours une place pour toi. » L'accord était scellé. Nassar a donc repris du service dans l'ombre, sans contrat, sans fiche de paie, mais avec un rôle bien réel. De 2015 à 2019, il a été un rouage discret mais actif, placé sous l'autorité de Guelassine, l'homme fort du contre-terrorisme à la DGSI. Une mission silencieuse qui s'est poursuivie jusqu'à ce que les premières secousses politiques viennent tout faire vaciller à la fin de 2018. Très tôt, Nassar a flairé l'orage. Avant même que les premières secousses ne fassent trembler le régime, il avait compris ce qui se tramait, un putsch se dessinait dans l'ombre piloté par G. Salah pour renverser le clan Bouteflika. Contrairement à Abdelkader qui jouait la carte de la nuance, Salah, lui, ne faisait dans aucune subtilité. Pour lui, tout ce qui avait un lien même lointain avec l'ancien DRS devait être éradiqué. Il ne voyait que complots, trahisons, fantômes de Toufik partout. Il était convaincu que le Irak avait été soufflé en coulisses par les ex-barons du renseignement pour faire tomber l'état-major. Et quand Toufik et Saïd Bouteflika se sont retrouvés fin mars 2019 dans une villa feutrée d'Hydra pour dessiner une stratégie de sortie de crise Salah, il y a vu une tentative de coup d'État en bonne et due forme. La réaction ne s'est pas fait attendre, ils voulaient tous les liquider. Limogeage, arrestation, enquête, peu importe le moyen, il fallait frapper vite et fort. Nassar, lucide, ne s'est pas attardé.
Il a quitté l'Algérie pour de bon et s'est installé en Espagne. Entre 2015 et 2018, il faisait encore des allers-retours, collaborant gratuitement avec la DGSI, sous l'aile du colonel Yassine. Mais là, il savait le couperet allait tomber. Rien de ce que je raconte ici ne relève du fantasme. L'état-major est au courant, les dossiers existent, les témoins aussi. Je ne joue pas au devin, chaque mot repose sur du concret. Si je déroule ce fil aujourd'hui, c'est parce que le séisme de 2015 n'était pas anodin, il a fissuré le système, certes, mais sans tout faire s'écrouler. Du moins, pas tout de suite. Après le forcing du 4e mandat, on s'est retrouvé avec un président fantôme, malade et absent. Le vide qu'il a laissé a été comblé par une nouvelle caste, les oligarques, ces hommes d'affaires soudain transformés en marionnettistes de la République. Puis le rideau s'est levé sur l'ascension de Saïd Bouteflika, devenu le véritable patron dans l'ombre. Jusqu'au jour où le port d'Oran a livré son scandale de cocaïne, une aubaine pour G. Salah qui s'en est servi pour affaiblir le clan présidentiel et se hisser en acteur central du pouvoir. Et quand est arrivée l'année 2019, la tempête s'est transformée en opportunité, Salah a écrasé le clan Bouteflika et s'est emparé de la machine d'État. Net, sec, irréversible. Mais la racine de ce chaos remonte à 2015. Tout a basculé le jour où l'Algérie a sabré l'unique organe capable de canaliser les dérives, l'ex-DRS. Ce mastodonte sécuritaire souvent décrié tenait pourtant un rôle central, celui d'équilibriste silencieux du système. C'était lui qui, dans l'ombre, désamorçait les crises internes, évitait les fractures et maintenait l'ordre sans sombrer dans la brutalité aveugle. En vérité, le DRS de Toufik n'était pas seulement un appareil de contrôle, c'était aussi un médiateur stratégique. Après les années sanglantes de la décennie noire, ce service s'était donné pour mission de stabiliser le pays. Il avait entamé un dialogue parfois tacite, parfois officiel avec les forces sociales pour assurer à la fois la respiration de la société et la survie du régime. Une autorité ferme mais pas répressive. Une main de fer, oui, mais gantée de pragmatisme. Sa disparition a laissé un vide. Et c'est ce vide qui aujourd'hui aspire tout ce qu'il reste d'équilibre dans le système algérien. La décennie noire n'a pas seulement ensanglanté les rues, elle a aussi enfermé le régime dans un isolement étouffant. Mis à l'index par la communauté internationale, banni des négociations, blacklisté, sur tous les marchés, l'Algérie était devenue un État infréquentable. Plus de contrats d'armement, plus de flux économiques et une dette abyssale comme seule respiration. Face à cette impasse, Bouteflika et le général Toufik ont compris qu'il fallait changer de partition. Le pays devait se réinventer, s'ouvrir au monde, adopter un semblant de libéralisme, se donner un vernis de modernité pour redevenir présentable. Mais pour cela, il fallait lâcher du lest, accorder un minimum de liberté même sous surveillance, permettre à l'opposition de s'agiter un peu tant qu'elle ne sortait pas du cadre. Ce calcul, ils l'ont peaufiné après avoir échappé aux secousses du printemps arabe et aux menaces de Daesh. Ils avaient saisi une vérité essentielle, l'époque où la poigne de fer suffisait à gouverner était révolue. Ce fragile équilibre, cette illusion d'un autoritarisme poli maquillé sous les traits d'un régime réfléchi et modéré, s'est effondré avec la chute du DRS. Car derrière cette structure se cachait une pensée, une logique du compromis, un système qui dosait la répression avec doigté. Saïd Bey rêvait bien de tenir les rênes, mais il partageait le terrain avec le clan familial, où le pouvoir circulait entre frères et neveux. Le bouteflikisme hérité du DRS n'était pas exempt de lignes rouges, mais il offrait encore un semblant de respiration politique, une dictature certes, mais maquillée d'intelligence et de façade humaine. Avec l'arrivée de G. Salah, ce semblant a volé en éclats. On est passé au tout répressif assumé sans phare presse, muselé débat, interdit opposition inexistante. Et ce n'était que le début, car le successeur dont on taira le nom ici a enfoncé le clou fini, la ruse, place à la force brute, plus de voiles, plus de faux semblants, une dictature militaire couplée à une façade civile calquée sur le modèle turc, South Erdogan, mais sans même l'élégance du simulacre. Rien de tout cela n'est arrivé par hasard. Ce n'est pas un enchaînement d'événements décousus, mais bien un mécanisme, une suite logique qui commence en 2015 et explose en 2019. Nassar Djoun, lui, est un pur produit de ce premier choc, celui de l'effondrement du DRS
et de la création précipitée de la DSS dans une ambiance de purge méthodique. Puis survient la deuxième secousse, le soulèvement populaire de 2019, le Irak qui redistribue violemment les cartes. C'est dans cette période trouble que Nasser prend la tangente direction l'Espagne. Il pensait en avoir fini avec le système tiré un trait. Et pourtant, le destin le rappelle dès 2020. En avril de cette année-là, il revient discrètement alors qu'un événement clé, soigneusement passé sous silence par les médias algériens, vient bouleverser l'échiquier, la mort. J'espère que tout roule de votre côté, parce que pendant ce temps-là, en Algérie, un vacarme assourdissant s'est transformé en silence d'État. Le tumulte autour de l'affaire Nazar, un scandale colossal, a été soigneusement balayé sous le tapis. Ni vu ni connu sur ordre des sphères les plus opaques du pouvoir. Aujourd'hui, ils veulent nous vendre le récit absurde que tout cela n'aurait jamais existé. Pourtant, la réalité dépasse la fiction. Le pays s'est retrouvé quadrillé par les militaires, comme si une guerre invisible s'était déclarée. Alger, Tipaza, Blida, Boumerdes, toutes verrouillées pendant 2 jours entiers. Et tenez-vous bien, même les pêcheurs se sont vus interdire de larguer les amarres. Un climat de siège sans guerre annoncé, sans explication officielle, juste la peur d'un fantôme nommé Nazar. Le pouvoir, dans sa traque grotesque d'un certain Nazar devenu légende urbaine, tente désormais de transformer une affaire d'État en illusion collective. Rien ne se serait passé, nous dit-on. À les écouter, tout cela n'est qu'une fabrication malveillante, œuvre de journalistes marocains, d'éditorialistes français, d'espions tapis à l'étranger, de traîtres planqués à l'intérieur, ou même, tenez-vous bien, des fantômes du passé appelés Sabah. Bref, une belle salade complotiste servie bien froide. J'espère que tout roule de votre côté, parce que pendant ce temps-là, en Algérie, un vacarme assourdissant s'est transformé en silence d'État. Le tumulte autour de l'affaire Nazar, un scandale colossal, a été soigneusement balayé sous le tapis. Ni vu ni connu sur ordre des sphères les plus opaques du pouvoir. Aujourd'hui, ils veulent nous vendre le récit absurde que tout cela n'aurait jamais existé. Pourtant, la réalité dépasse la fiction. Le pays s'est retrouvé quadrillé par les militaires, comme si une guerre invisible s'était déclarée. Alger, Tipaza, Blida, Boumerdes, toutes verrouillées pendant 2 jours entiers. Et tenez-vous bien, même les pêcheurs se sont vus interdire de larguer les amarres. Un climat de siège sans guerre annoncé, sans explication officielle, juste la peur d'un fantôme nommé Nazar. Le pouvoir, dans sa traque grotesque d'un certain Nazar devenu légende urbaine, tente désormais de transformer une affaire d'État en illusion collective. Rien ne se serait passé, nous dit-on. À les écouter, tout cela n'est qu'une fabrication malveillante, œuvre de journalistes marocains, d'éditorialistes français, d'espions tapis à l'étranger, de traîtres planqués à l'intérieur, ou même, tenez-vous bien, des fantômes du passé appelés Sabah. Bref, une belle salade complotiste servie bien froide pour mieux anesthésier les mémoires. Mais l'Algérien, lui, n'oublie pas. L'Algérienne, elle pose des questions. Et pendant que le pays demande des réponses, Tebboune, fidèle à lui-même, nous sort un numéro de communication bien rodé. Avant lui-même, refrain du côté de Saïd Chengriha, en visite à Tébessa, tout est sous contrôle. Le terrorisme est vaincu, l'armée veille. Personne ne remet en cause le pouvoir. Le message « Dormez tranquille », il ne se passe absolument rien, ou du moins c'est ce qu'ils espèrent que vous croirez. Il s'est produit quelque chose. Et pas une simple anecdote, un fait d'une gravité telle qu'il redéfinit toute la trajectoire du régime. Impossible de décoder l'affaire Nazar ni son incroyable cavale jusqu'en Espagne sans remonter le fil de ses origines troubles. Ce personnage, à la fois fascinant et inquiétant, provoque des réactions aux antipodes, entre dégoût viscéral et admiration muette. Car derrière la face obscure de June se cachent des vérités glaçantes, enfouies dans les coulisses du pouvoir qui révèlent à elles seules les failles béantes de notre système politique. Ce que beaucoup ignorent encore, ou qu'on a effleuré sans jamais oser nommer, c'est que la crise de 2019 n'a pas jailli de nulle part. Sur Algérie Part, on l'a démontré, l'incapacité chronique du régime actuel à se réformer son glissement vers une gouvernance répressive et paranoïaque. Tout cela prend racine dans les démons non résolus du passé.
et Tebboune aujourd'hui s'y noie totalement. Ce qui tenait encore debout dans le système algérien, ce n'étaient ni les discours creux de la présidence, ni les manœuvres militaires du haut commandement. C'était cette structure discrète mais redoutablement efficace, les services de renseignement. Seul organe capable d'apporter un peu de réflexion stratégique, de bâtir des compromis, de tendre la main à la société civile et même de désamorcer les conflits avant qu'ils ne prennent feu. Depuis que cette machine cérébrale a été démantelée, le régime tangue perdu dans ses propres contradictions. Ce n'est pas un hasard si un 4e mandat a été imposé à un président presque grabataire, ni si l'année 2019 a éclaté avec la violence d'un séisme politique. Sans ce 3e pilier, celui des espions d'État, ces figures de l'ombre qui contrebalançaient les décisions improvisées de la présidence et de l'état-major, le pouvoir est devenu sourd, aveugle, guidé par l'orgueil et la peur. Et voilà comment on passe d'un autoritarisme masqué à une dictature décadente de plus en plus brutale, de moins en moins lucide. S'il fallait un visage pour incarner le mal qui ronge le système algérien depuis 2015, ce serait sans doute celui de Nazar Djoun. Son parcours chaotique est le miroir fidèle de ce déséquilibre chronique qui s'est installé après l'effondrement du DRS. Depuis cette date fatidique, le régime s'est enfoncé dans un dérèglement profond, presque pathologique. Mais comment en est-on arrivé là? En vérité, Nazar faisait partie de cette vague massive d'officiers. Ils étaient des dizaines, peut-être même une centaine écartés sans ménagement, au moment de la mise à la retraite du général Toufik fin 2015. Dès que ce dernier farouche opposant au 4e mandat de Bouteflika a été neutralisé, la machine s'est emballée, le DRS a été dynamité, remplacé par une structure creuse nommée DSS. Pourtant, même Toufik lui-même ne s'opposait pas à une réforme en profondeur. Il voulait une modernisation, une adaptation des services aux nouvelles menaces sécuritaires. Mais au lieu de construire, ils ont préféré effacer, et le vide laissé derrière, on le paie encore aujourd'hui. En surfant sur la vague du 4e mandat imposé de force G, Salah en a profité pour lancer une opération de nettoyage politique digne des grands classiques liquidaires méthodiquement tout l'écosystème du général TF. Ce n'était pas un simple remaniement, mais bien une purge minutieusement orchestrée. Salah s'est arrogé le contrôle de la DCSA, la Direction centrale de la sécurité de l'armée, pendant que la présidence récupérait le reste du puzzle sécuritaire DGSI, DDSE, renseignement intérieur-extérieur technique DGRT, tout y est passé. Ensemble, ils ont déclenché une purge coordonnée ciblée brutale. En ligne de mire, une quarantaine de hauts gradés du renseignement, tous liés de près ou de loin à l'ex-DRS du général Toufik. Peu importait qu'ils aient été loyaux ou non, leur simple passage par des postes clés suffisait à les rendre suspects. Parmi eux, un certain colonel Nassar. Lui, on ne l'a ni menacé ni traîné dans la boue, contrairement à d'autres, comme le général Hassan ou Hajar, chef de cabinet de Toun. Non. Pour lui, une mise à la retraite déguisée, propre et silencieuse. À 45 ou 46 ans, il quittait le navire. En apparence, du moins. Ironie du sort mise sur la touche, Nassar n'avait pourtant aucune envie de raccrocher. Il voulait rester dans le jeu, dans l'ombre, là où les décisions se prennent en silence. Difficile pour lui d'avaler cette retraite imposée. Alors peu à peu, il mit le cap sur l'Espagne. Un pied-à-terre, ici quelques membres de sa famille, là-bas, puis vinrent les premiers investissements. Pas par goût du business, mais pour survivre. Sans salaire, avec une pension de misère, il fallait bien rebondir. Dans l'intervalle, il resserre ses liens avec un poids lourd du système, un général influent, qui à l'époque tenait les rênes de la DGSI. C'était une époque de transition. Après le départ du général TF, une valse de chefs s'installa. Chaque branche du renseignement avait son boss, la DGSI, la DDSE, la DGRT, et au-dessus d'eux, un homme en chef d'orchestre, B. Tartag. En parallèle, la DSS avait son propre coordinateur, le général Abdelkader, natif de Mascara. C'est lui qui dirigeait la DGSI de 2015 à 2019 jusqu'à ce que la tempête politique n'éclate. Et entre Abdelkader et Nassar, disons-le franchement, le courant passait plutôt bien. C'est un retour plus qu'improbable que Nassar a tenté, il a frappé à la porte de la DGSI en offrant ses services gratuitement. Oui, gratuitement. Il leur a balancé droit dans les yeux. Vous ne voulez ni de mon grade, ni de mon salaire, ni même de ma présence officielle. Très bien.
Mais moi, je veux continuer. Je travaillerai sans solde, sans statut, sans honneur, juste pour servir. Une offre qui a d'abord laissé tout le monde sans voix avant de finir sur le bureau d'Abdelkader. Ce dernier pragmatique a répondu sans détour « Tu veux servir à l'œil. Très bien. Avec ton passé au Scorat et ton expérience en contre-terrorisme, on trouvera toujours une place pour toi. » L'accord était scellé. Nassar a donc repris du service dans l'ombre sans contrat, sans fiche de paie, mais avec un rôle bien réel. De 2015 à 2019, il a été un rouage discret mais actif, placé sous l'autorité de Guelassine, l'homme fort du contre-terrorisme à la DGSI. Une mission silencieuse qui s'est poursuivie jusqu'à ce que les premières secousses politiques viennent tout faire vaciller à la fin de 2018. Très tôt, Nassar a flairé l'orage. Avant même que les premières secousses ne fassent trembler le régime, il avait compris ce qui se tramait, un putsch se dessinait dans l'ombre piloté par G. Salah pour renverser le clan Bouteflika. Contrairement à Abdelkader qui jouait la carte de la nuance, Salah, lui, ne faisait dans aucune subtilité. Pour lui, tout ce qui avait un lien même lointain avec l'ancien DRS devait être éradiqué. Il ne voyait que complot, trahison, fantôme